Scaredy cat. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'histoire de Tony, un archéologue aguerri. Il a fait des études sur des civilisations antérieures. Aujourd'hui, il se penche sur un sujet qui va peut-être révéler si sa théorie est juste ou pas. Des études sur la civilisation l'Indus Sarasvati, aussi appelée la civilisation Harappa. Le nom initial a été donné à cause des deux fleuves qui passaient à proximité des villes trouvées. Le fleuve Sarasvati a été depuis asséché. Il ne reste plus que l'Indus, d'où aujourd'hui tout le monde connaît cette civilisation sous le nom simple de la civilisation de l'Indus. Le fleuve en question descend de l'Himalaya pour se déverser dans l'océan Indien. Cette civilisation avait sa propre écriture et déjà des systèmes d'évacuation d'eau ainsi que des baignoires individuelles à chaque maison. Il y avait aussi sur un point haut de la ville un grand bain semblable à une piscine, mais les études ont montré que celui-ci était purement rituel, ce qui prouve que l'eau était présente à tout niveau de cette civilisation. Cela devait avoir une signification pour eux. Tony commence ses recherches dans la ville d'Olavira. Il faut savoir que la civilisation de l'Indus Sarasvati a disparu sans raison. Pourtant, leur ville comportait des défenses impressionnantes. Il y avait dans la ville par exemple de Dholavira, où est actuellement Tony, des murs de 18 mètres d'épaisseur et 9 mètres de haut. Mais ils ne montrent aucune forme de bataille. La civilisation en question n'a donc pas été éliminée par un peuple attaquant celui-ci. Leur peuple n'avait pas de lieu de culte, pas de roi, aucune armée. D'ailleurs, nous avons pu trouver forgé en ce lieu que des pointes de flèches qui servaient pour la chasse. C'était donc un peuple totalement pacifiste et qui commerçait sûrement avec beaucoup. Ils cultivaient la terre, avaient créé des systèmes d'irrigation complexes. On ne sait pas grand-chose sur eux. Ce ne fait que depuis le début du XXe siècle que nous avons découvert leur existence et que nous avons commencé les fouilles. Remontant le long du fleuve, il arrive dans la ville de Ganweriwala. Même si elle ne peut pas correspondre à ce qu'il a en tête au niveau de sa recherche, il se dit que toutes les pistes sont vertes dans une quête pareille. Ne trouvant pas ce qu'il a en tête, car il cherche à confirmer sa théorie sur le passage pour aller dans le royaume souterrain, il se remémore un petit peu ce qu'il a découvert sur cette civilisation. Des marchands de l'époque qui allaient sur la route de la soie ne restaient pas traînés en chemin pour atteindre au plus vite les meilleurs spots de vente. Une chose est sûre, c'est que ce peuple n'était pas étranger au commerce, mais devait fonctionner différemment que les caravanes qui faisaient la route de la soie. La véracité des échanges est indiscutable, étant donné qu'on a retrouvé dans tout le Moyen-Orient ce qu'ils fabriquaient et exploitaient dans les mines de leur territoire. Par exemple, le gisement de Rory fournissait le silex gris. Ils avaient des pierres précieuses également, agate, jaspe, cornaline, onyx, turquoise et le lapis lazulis. Toutes ces trouvailles qui prouvent la véracité de leur commerce ont été retrouvées et identifiées dans la Mésopotamie entière. Ils cherchent donc des indices pour un passage qu'ils pensent dans la montagne, mais il se dit que si le peuple en question avait fui pour une catastrophe qui allait se passer sur la planète, ils auraient rebouché le passage dans la montagne. Donc, sa théorie est simple. Il y a obligatoirement pour lui un accès qui part d'une des villes
à leur nouveau territoire souterrain. Sa quête le mène donc à Harappa, tout au nord, en dessous de l'Himalaya, et toujours proche de notre fleuve Indus. Cela va être sa prochaine exploration. Leurs maisons sont très intéressantes, car chacune d'elles a une baignoire. Pour l'époque, ça semble impossible d'ailleurs. Ils pensent que ce peuple, voyant un désastre comme je disais tout à l'heure, a décidé de fuir vers la montagne et prendre le chemin menant sous la terre, voire créant ce chemin menant sous la terre. Et ce passage qu'ils recherchent doit obligatoirement être dans une des maisons les plus aisées, si on peut dire, de la ville d'Harappa. Ils décident donc d'aller dans la ville haute de Harappa, à côté du grand bain qu'il y a dans chacune de leurs villes. Cherchant donc des indices, des dessins, des reliefs, un passage dans cette maison, il explore la plus grande des bâtisses. Sans le vouloir, il enclenche un système et tombe dans une sorte de mausolée sous la grande cour au centre de la plus belle des maisons de la ville. Arrivé au sol, il regarde la hauteur qui le sépare du trou par lequel il est tombé. Il se dit que par des moyens simples, il ne pourrait pas reprendre ce chemin. Il lui faut donc trouver une solution. Au loin, il entend un orage. Grâce à la cour ouverte de la maison, chaque éclair lui permet de voir ce qu'il y a dans la pièce. Là où il marche, le sol n'est plus orné de carrelage et de mosaïques, comme dans les maisons. Il marche sur de la pierre brute, mélangée avec de la boue et un peu d'eau. Cet endroit doit être enfermé depuis bien longtemps, car cette boue est sèche. Mais la pluie qui tombe depuis peu par l'encornure de là où il est tombé est en train de ranimer la boue de ce mausolée. D'un coup, il sursaute. Il peut apercevoir un squelette d'homme dans le coin de la pièce, sur un sorte de trône de pierre. S'approchant de ce squelette et observant tout autour voir s'il n'y a aucun piège, il glisse sa main dans la poche de la veste en lambeaux de celui-ci pour avoir plus d'informations sur son compagnon de circonstance, espérant tout de même ne pas finir comme lui. Ouvrant le portefeuille, son visage regardant ce qu'il y a à l'intérieur, d'un coup, il le fait tomber, le lâchant, car les muscles de sa main sont comme coupés, et ne peut tenir quoi que ce soit. Les yeux écarquillés et sa respiration haletante, il sent un courant d'air gelé dans le bas de sa nuque. Sa respiration devient plus rapide. Ses mains sont telles que pour lui, elles ne lui appartiennent plus. Depuis l'instant de la perte de tout contrôle radical de celle-ci. Il essaie de refermer ses doigts pour serrer le poing. Rien n'y fait. Il entend de légers bruits autour dans la pénombre la plus totale. Il décide pour sa sécurité de se placer à la place du squelette pour garder le dos protégé grâce au trône de pierre et avoir une vue d'ensemble sur la pièce. Il cligne les yeux pour adapter le plus vite possible sa vision à l'obscurité. Il continue à essayer de faire revenir ses doigts dans la paume de sa main. Il faut vite que je puisse me servir de mes mains, se dit Tony, à l'affût du moindre mouvement au bruit dans la pénombre. L'orage se renforce et éclaire toute la pièce, à chacun de ses fracas. Sa respiration est toujours aussi rapide, et il n'arrive pas à se calmer. Il sent que quelque chose approche. Il se dit, je ne pourrais même pas attraper mon revolver dans mon veston, si quelque créature venait à vouloir me prendre dans cette impasse. Un nouvel éclair illumine la pièce. Il aperçoit une ombre gigantesque dans l'encornure du passage par lequel il est arrivé. J'essaie de reconstituer ce que j'ai juste eu le temps de survoler de ma vision avec ce flash lumineux tellement bref. La pièce est de plus en plus froide.
Le nuage qui suit chacune de mes respirations est d'un blanc pur. Ça me rappelle les nuits d'hiver au coin du feu de l'orphelinat Sainte-Catherine où j'ai grandi, quand le feu était peu alimenté et les soirées aux nourricis combattaient la nuit, dans ces rares soirées plaisantes à se faire peur. Mais pour une soirée d'été, cette glaciale emprise soudaine me dit que, cette fois, ce sera pas seulement pour se faire peur. Une vive douleur me transperce le cœur. J'allais cherchant mon souffle. La main se presse sur sa poitrine, comme s'il pouvait relancer son cœur, en vain. Tony se dit, c'est donc la fin. Chaque chose devait être ainsi, je le sais. Je pars pour mieux revenir, j'en suis certain. Après tout, c'est mon portefeuille que j'ai lâché au sol tout à l'heure.